Salut et bienvenue dans Fade Away, le podcast qui prend du recul sur l'actualité basket. Ici on analyse et on décrypte tout ce qui fait le quotidien de la Grande Ligue. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Anthony for three. Bang! That one goes down and the game is tied. On est quasiment une semaine, jour pour jour, après le début des playoffs NBA et j'avais envie donc de faire un débrief de toutes les séries qui sont à peu près toutes déjà bien entamées. Au moment où je tourne ce podcast, nous sommes vendredi soir le 24 avril et donc toutes les séries sont à 1 ou 2 matchs joués. Donc je pense que c'est légitime de faire un débrief de ce début de série parce que beaucoup de choses peuvent changer. Il y a déjà des enseignements à tirer, des conclusions peut-être à prendre. Déjà, en tout cas, c'est ce qu'on va essayer de voir dans cet épisode. Et direction la conférence Ouest directement pour parler d'une série qui à l'origine me hypait. J'ai fait un épisode, là, mon dernier épisode d'ailleurs, où je faisais un pronostic et preview de ces playoffs NBA et je parlais de cette série entre les Rockets et les Lakers qui me hypait beaucoup. Bah évidemment parce que sur le papier c'est KD contre LeBron. Mais finalement, la hype, elle est un petit peu redescendue, surtout quand je vois le contenu des matchs proposés par les Rockets. Franchement, Houston, je suis très très déçu de tout le monde. KD, le seul match qu'il a joué, pour l'instant, le match 2, il était trop seul sur ce match-là et ça se voit qu'il n'est pas à 100%. Mis à part ça, quand même, son bilan en playoff depuis des années, là pour l'instant, il est mené 2-0. Il a plus gagné une seule série de playoffs depuis 2023. Franchement, super la légende, bravo. Il est censé carry son équipe, il est censé montrer la voie à ses coéquipiers. Pour l'instant, rien du tout. Absent au match 1, au match 2, certes il a mis ses points, mais il était beaucoup trop seul à mon avis. Il n'est pas aidé, bien sûr, par ses coéquipiers. Et à commencer par Alperen Şengün, parce que le pivot turc, franchement, son début de série, il me sort par les yeux. Mais Şengün se fout de la gueule de qui ? Sérieusement, je me demande, est-ce que ce type a un cerveau développé comme le nôtre ? Est-ce qu'il a un QI basket développé comme celui, ne serait-ce que du basketteur moyen ? Parce qu'il n'est pas capable de lire un écran qui est annoncé à des kilomètres. C'est très grave. Est-ce que Ime Udoka, le coach, est-ce qu'il est sérieux dans son coaching ? Parce que là, pour l'instant, il se fait défoncer tactiquement par JJ Redick depuis le début de la série. Pour un coach qui est finaliste en 2022 avec Houston, franchement c'est gênant parce qu'il a plus d'expérience, parce que il est censé aussi montrer la voie à ce groupe qui est jeune. Ça y est, ils sont en fin de reconstruction, ils sont censés être un minimum compétitif. Franchement c'est gênant la perf qui nous sort là au coaching, Ime Udoka. Sur les 2 premiers matchs, c'est un naufrage. C'est un naufrage total. Il n'y a aucune solution qui est proposée en attaque. Il n'y a pas de mise en place de systèmes qui sont intéressants. Il n'y a pas de solution qui est proposée à KD sur les prises à 2 parce que, alors je disais que KD il n'était pas capable de carry son équipe, c'est peut-être vrai, mais le pauvre quand il est pris à 2, à un moment donné il faut l'aider. Il ne propose rien à Ime Udoka. Faire le choix d'Aaron Holiday qui est très catastrophique, pourquoi faire alors que sur le banc t'as Reed Shepard et qui est je pense capable d'apporter mieux que Holiday. Ouais, cette équipe des Rockets c'est un groupe, c'est une équipe qui ne peut pas jouer en transition aussi. Ils arrivent pas à poser une contre-attaque correcte. Dorian Finney-Smith, il sert à quoi ? Quand il est arrivé cet été, quand il a signé, tout le monde a dit c'est un super coup, etc. Là, franchement, il sert à quoi ? Faut peut-être pencher à changer de sport, monsieur, je sais pas, mais là, ça devient très compliqué, Dorian Finney-Smith. C'est très compliqué là à regarder les Rockets. Il n'y a aucun organisateur. Ils ont perdu Van Vliet. Ils ont refusé d'aller chercher un meneur. Tant pis pour eux, c'est mérité parce qu'en face, le début de série, il est parfait. Mais pour finir sur ces Houston Rockets, bah là, on est en train de voir qu'au final, cet effectif, il est juste limité et mauvais, tout simplement. Et si ça perd au premier tour face à des Lakers privés de Luka Doncic et Austin Reeves, franchement, attention. Parce que moi je serais pas étonné si tout explose à Houston, parce que là il y a un très 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 gros problème. Sinon, en face, je le disais, début de série parfait pour les Lakers, c'est d'ailleurs le scénario de rêve pour eux, je pense, parce que tu mènes 2-0 en partant dans le Texas, les Rockets ils ont absolument rien montré, je vois pas comment ils pourraient d'un coup renverser la tendance, mais bon, je me dis que s'ils prennent ce match 3, peut-être que ça peut être le début de quelque chose. Mais franchement, j'y crois pas beaucoup. J'avais parlé dans la preview du fait que LeBron était en mission. Franchement, c'est bien le cas. Qu'est-ce que je dois dire ? Franchement,
Le mec, il a 41 ans, mais c'est LeBron, quoi. Ce type, il est éternel, il faut juste admirer et profiter pendant qu'il est encore temps. C'est peut-être la dernière fois qu'on le voit dans ce registre-là de première option offensive. Donc c'est exceptionnel. Luke Kennard aussi pareil, il est exceptionnel, son match 1 est juste sublime. Marcus Smart aussi, il est en train de renaître. Rui Hachimura au match 1 aussi, ça a été le factoriste. Bref, tout ce collectif des Lakers, il est en train de jouer dans le même sens. On sent que vraiment ils ont faim de quelque chose. C'est vraiment pas mal du tout ce qu'ils proposent. Et encore une fois, je vais finir là-dessus, mais JJ Redick, non seulement cette saison, depuis qu'il est arrivé plus globalement, mais là, il est en train de tenir un truc, il a une direction qui est claire, et ça marche très bien, là. Ça marche très bien à Los Angeles. Donc je pense qu'ils vont gagner cette série. Au final, je change mon prono. J'avais annoncé une victoire des Rockets, mais je suis très déçu de Houston. Donc je me suis trompé sur ce prono, mais je pense que les Rockets ont trompé pas mal de monde. Ou alors peu de monde ont cru aux Lakers. Moi, c'est pas que je croyais pas en les Lakers, c'est que je croyais plus en Houston, mais ils ont trompé beaucoup de monde. Bravo aux Lakers qui ont fait le début de série parfait. Je sais pas s'ils vont réussir à sweep Houston. À mon avis, je pense que Houston va en prendre un des deux chez lui. Mais voilà, je pense que les Lakers vont finir le travail à la maison et ce sera mérité au vu du contenu proposé. On va rester dans cette conférence Ouest et parler de cette série aussi entre les Blazers et les Spurs. Franchement, bravo aux Blazers d'avoir pris un match. Le match 2, ils ont remonté un déficit de 14 points et ils se sont imposés dans le finish. Gros comeback à la fin. Super match de Scoot Anderson, d'ailleurs c'est son match référence je pense en carrière ou du moins là, depuis très longtemps. 31 points, 5 paniers à 3 points. Donc quoi qu'il arrive, les Blazers ils sortiront de ces playoffs dignement, sans sweep. Je pense même d'ailleurs qu'ils peuvent essayer d'aller en chercher un deuxième, mais sans dénigrer leur performance à Portland. Je pense qu'ils peuvent tout de même remercier De'Aaron Fox parce que sérieusement c'est quoi ce début de premier tour là? Il n'y a pas de Wemby qui s'est blessé. Et Fox, c'est le seul membre du 5 majeur qui a un peu d'expérience de playoff. Il a son contrat max à 220 millions. Et quand les Spurs avaient besoin de lui, il s'est caché, il était absent, il n'est pas clutch. Sur ce match 2, là, il y a un point marqué sur les 9 dernières minutes. Il n'y a que des mauvais choix. Bref, c'est catastrophique le début de série de De'Aaron Fox. Et je pense vraiment qu'il va pas rester très longtemps au Texas, lui. Mais je le disais, Wemby est blessé, c'est un coup dur pour le pivot français qui a été victime d'un gros choc à la tête. Dans le match 2, il est rentré au vestiaire, il n'est pas revenu et du coup les Blazers ont pu s'imposer. Je pense en partie aussi grâce à l'absence de Wemby, parce que les Spurs ont perdu leur repère. Mais mis à part ça, protocole commotion pour Wemby, on espère que ça ira mieux pour lui. Alors en principe, ça aurait dû durer une semaine, mais selon les dernières informations, comme Wemby est entré dans le protocole commotion directement, il pourrait avoir entre 48 heures et 72 heures d'absence. Donc a priori, il pourrait revenir ce week-end, je pense pour le match 4. Ça devrait le faire, ou alors ce serait pour le match 5. Mais en tout cas, Wemby ne devrait pas rater tout le reste de la série comme c'était annoncé dans un premier temps. Surtout que c'est un gros coup dur pour lui parce qu'en plus il a été nommé Deepoy unanime, premier Deepoy unanime de l'histoire. Félicitations à lui, évidemment c'est mérité, mais du coup derrière le gros point noir sur ce début des playoffs, donc avec sa blessure à la tête et donc son absence pour protocole commotion. Sinon en face, beau début de série de Scoot Anderson, franchement il faut respecter, il faut le dire, il est enfin à la hauteur des espérances dans le top 3 de draft, enfin à la hauteur de ses espérances. Je pense que c'est top 3 des meilleurs joueurs des Blazers sur ce début de série. D'ailleurs, top 3 peut-être des meilleurs joueurs tout court sur ce début de série. En tout cas, voilà, Portland a surpris beaucoup de monde au match 2. Ils ont eu la résilience de remonter ce retard et leur victoire est méritée. Je reste sur mon pronostic, je vois bien une victoire des Spurs, peut-être 4-1, mais je me dis que le 4-2 n'est pas totalement déconnant désormais, que les Blazers, ils ont une bonne dynamique, ils sont peut-être capables d'aller en chercher un chez eux, parce qu'ils ont récupéré l'avantage du terrain. Est-ce qu'ils vont chercher le Game 3 ? Est-ce qu'ils vont chercher le Game 4 ? Je sais pas, mais en tout cas, je pense que Portland pourra un petit peu plus rivaliser avec les Spurs, mais les Spurs vont tout de même s'imposer, donc je reste sur mon pronostic. Mais voilà, beau début de série de Portland, beau début de série de Scoot Anderson. Très mauvais début de série en revanche pour De'Aaron Fox. Il va vraiment falloir step up parce que sinon il va falloir rendre des comptes à la fin de cette saison.
toujours à l'ouest. Et petit mot sur Denver, qui m'a beaucoup déçu sur le match 3. Ils se sont totalement fait défoncer. Il y a eu une absence totale d'envie, déjà. Absence totale d'adresse, ça arrive, mais absence totale d'envie, ça, c'est un peu plus problématique. Minnesota a été complètement au-dessus. Ils ont montré un très beau visage. Depuis le début de la série d'ailleurs. Déjà au match 1, malgré la défaite, c'était le cas. Derrière, gros comeback au match 2. Et là, au match 3, victoire de patron. Pour prendre l'avantage et donc mener 2-1. Prestation immense collective des Timberwolves. Franchement, c'est mérité. Il n'y a rien à dire. Et d'ailleurs aussi, gros big up à Rudy Gobert, il faut le dire. Parce que pour l'instant, il met Nikola Jokic dans sa poche. C'est pas le cas de tout le monde. Pas tout le monde arrive à mettre un multiple MVP dans sa poche. Mais en tout cas, pour l'instant, Denver, il faut se réveiller là. Sinon, c'est une faute professionnelle. Si jamais ils sont amenés à se faire sortir au premier tour, il faut réagir immédiatement. Je pense qu'ils en sont capables, honnêtement. J'ai vu des choses quand même positives pour Denver. Jamal Murray très en forme. Nikola Jokic qui était évidemment capable de toujours illuminer, et je pense que si tactiquement il arrive à trouver une solution pour contourner la superbe défense de Rudy Gobert, il va de nouveau être inarrêtable, et un Nikola Jokic inarrêtable avec un Jamal Murray à ce niveau-là, ça va permettre à Denver de retrouver le niveau de ses ambitions. Ce match 3, je pense, c'est plus une faute professionnelle, c'est plus un match à oublier qu'autre chose. Je pense que c'est pas une immense alerte, mais attention, parce que si tu perds le match 4 et que t'es mené 3-1, t'es pas à l'abri de te faire sortir au premier tour, et là ce serait un gros problème pour Denver. Et direction la conférence Est désormais, parce qu'il y a des choses à dire de l'autre côté aussi, dans l'autre conférence, mais petit mot d'abord sur la série entre Cleveland et Toronto, parce que les Cavs, franchement, je les trouve beaucoup plus forts que les Raptors, surtout offensivement. Mais cela dit, belle réaction des Raptors pour leur première manche à la maison, qui ont pris ce Game 3, qui sont de retour dans la partie, même s'ils sont menés 2-1. Gros match de Scottie Barnes qui fait une prestation de patron. Un petit blowout infligé à Cleveland, ça permet à Toronto de reprendre espoir. Mais cela dit, en face, ça joue très bien au basket à Cleveland sur les 2 premiers matchs. Et d'ailleurs, pour moi, c'est l'équipe de l'Est qui, pour l'instant, a le plus de certitude. Ils sont arrivés avec une bonne dynamique positive. Ils ont très bien démarré leur série. Évidemment, ils ont plus d'expérience que Toronto, donc j'attends de voir contre un autre adversaire. J'attends de voir aussi s'ils passent contre Détroit, également si les Pistons se qualifient. Mais un potentiel deuxième tour Détroit-Cleveland, j'ai vraiment envie de voir ça en termes d'adversité, parce que pour moi, c'est 2 équipes qui se valent un petit peu. Je pense que Cleveland a lâché ce match-là. Ils vont peut-être en lâcher un deuxième. Moi, il me semble que j'avais annoncé un 4-2 pour Cleveland. Je vais rester sur ce score-là. 4-2 pour les Cavaliers. Je pense que Toronto va en prendre un deuxième, mais pas plus. Je pense que Cleveland est quand même au-dessus, comme je l'ai dit. Et ils vont faire la différence au talent et à l'expérience. Et maintenant, un petit mot, même d'ailleurs beaucoup de mots sur cette série entre les Knicks et les Hawks, parce que cette équipe de New York, elle est tellement inquiétante, et en plus d'être inquiétante, elle est aussi frustrante et énervante. Je pense que c'est ces 3 mots-là que je dois utiliser pour parler des Knicks. Ils sont tous ça à la fois. Inquiétant, frustrant, énervant. J'ai pas d'autre idée de mots en fait pour les décrire, parce que certes, ils prennent le match 1, ils le gagnent, mais sans grosse certitude. Le match 2, tu le domines à 90%, t'es à quelques minutes de mener 2-0 et de faire la moitié du chemin. Et au final, tu te choques. On comprend pas trop comment tu te choques, mais tu te choques. Donc du coup, tu redonnes l'avantage du terrain à Atlanta. Là, t'arrives au match 3 et tu te fais tabasser complet. T'es à 2 doigts de faire le braquage, mais tu sors une dernière possession. La dernière possession des Knicks au match 3. Franchement, j'ai même pas les mots. J'ai même pas les mots parce qu'ils ont proposé. Et non seulement t'es odieux dans le jeu, mais t'es en plus de ça odieux dans l'état d'esprit. T'es odieux dans l'attitude. T'as aucune identité, tu te fais casser la gueule, et c'est bien fait, voilà, c'est mérité, parce que toute la saison, ça a été le même cas, ça a été les mêmes remarques, les mêmes critiques, les mêmes inquiétudes. On parlait de cette équipe des Knicks qui est irrégulière, qui n'a pas forcément d'identité, c'est beaucoup de hero ball avec Brunson, Kat n'est pas assez impliqué, et tout ce qu'on disait pendant la saison régulière, on le voit là, c'est mérité, et ils vont se faire, s'ils sont sortir au premier tour, franchement je dirais que c'est mérité, parce que cette équipe elle a rien montré depuis le mois d'octobre.
Là, on est fin avril, on est bientôt en mai, on est au moment où les grosses équipes sont censées activer le mode playoff, où elles sont censées envoyer un message. Ils n'ont rien envoyé du tout. Le seul message qu'ils sont envoyés, c'est bonjour, nous c'est les Knicks, on se fait tabasser la gueule par tout le monde. Et franchement, c'est bien fait pour eux, parce que c'est pas une équipe qui montre quelque chose de positif, qui montre quelque chose, qui montre des signes qu'elle est contender. Voilà, c'est très inquiétant le contenu proposé, très énervant surtout quand t'es fan des Knicks. Franchement, ça te donne envie de t'arracher les cheveux. Mike Brown, moi je veux bien rester patient parce que c'est sa première saison, encore une fois, il est arrivé, il y avait beaucoup d'attentes autour, mais il y a des choix que je comprends vraiment pas. Les line-up sans Brunson et Kat, ça ne marche pas, alors pourquoi tu continues ? Il a fait ça au match 2, il a sorti les deux en même temps, et à ce moment-là, les Hawks ont repris espoir. Au match 3, il a refait, et à ce moment-là, les Hawks, ils ont fait un gros écart. Au match 3, Kat, c'est le meilleur joueur des Knicks sur le match. Pourquoi il n'est pas plus impliqué ? Il prend moins de shoots que Clarkson qui est en sortie de banc. C'est pas normal. Pour un pivot titulaire qui est censé avoir minimum 35 minutes, quand il est à ce niveau-là, faut le nourrir en ballon, faut le nourrir en action, il faut faire des systèmes qui sont pour lui. Et c'est pas le cas. Brunson, il est trop inconstant depuis le début de la série. Alors ses shoots, ils rentrent pas. Ok, c'est des choses qui arrivent malheureusement, mais... quand tes shoots ils rentrent pas, il faut savoir être un petit peu plus intelligent, un petit peu moins forcé. Je trouve qu'il forçait un peu trop. Alors, je pense qu'il a la maturité et l'expérience maintenant pour se rendre compte de ça, et que je pense qu'à partir du match 4, ça va être un petit peu mieux là-dessus. Mais c'est un problème aussi. Brunson, d'ailleurs, qui a été très bien défendu, il faut reconnaître, par Atlanta pour l'instant, c'est très bien joué défensivement, même offensivement d'ailleurs, parce qu'il est constamment visé par l'attaque d'Atlanta et notamment par CJ McCollum qui fait une superbe série. Mais voilà, après c'est un problème global aussi, collectif. Quand t'es pas capable de mettre un panier à 3 points, quand t'es pas capable de mettre un panier tout court, comment veux-tu gagner un match ? Alors ça c'est pas la faute du coach s'il y a pas de réussite au shoot, mais alors pourquoi le coach continue d'aligner des joueurs qui ne servent à rien ? Parce que Mikal Bridges, je suis désolé, mais il est cataclysmique. Ce type est une mascarade. Qu'est-ce qu'il en pense de sa carrière, franchement ? C'est censé être une troisième option offensive, mais là, il sert à rien. Là, c'est une option de quoi ? C'est pas une option offensive, il est juste là. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Moi, je rappelle qu'il a quand même coûté 5 first pick de draft. Donc tu as en quelque sorte annihilé ton avenir pour ce type. Mais moi, franchement, ça me dépasse ce genre de décision. Alors oui, au moment de faire le trade, c'était une bonne idée sur le papier, parce que justement, il pouvait t'apporter quelque chose qui te manquait à ton effectif à ce moment-là. Mais c'est surpayé. Jamais il coûte 5 first pick de draft. Et tout le monde le dit, même le jour du trade, tout le monde a dit, alors Mikal Bridges c'est un bon coup, mais 5 first pick de draft, jamais il coûte ça. Et pourtant t'as payé 5 first pick. Et c'est au mieux une troisième option. Et il n'arrive même pas à assumer son statut depuis qu'il est arrivé à New York. Il a toujours été frustrant, il a toujours été décevant, mis à part ses 2 actions clutch contre Boston l'année dernière. Alors ça, pour le coup, faut lui dire bravo, il faut lui dire merci surtout, parce que je pense que sans ça, les Knicks se font sortir par Boston. Mais à part ça, il a jamais été à la hauteur en fait. Donc il faut arrêter les frais. Et c'est pareil pour son copain Josh Hart. Alors c'est bien, Josh Hart, c'est la vie de groupe, t'as un podcast avec Brunson, c'est ton meilleur ami, etc. Mais sois un bon basketteur s'il te plaît. Parce que là il est en train d'abandonner son équipe. Son match 3, il est à jeter à la poubelle. Alors c'est pas pour jeter la pierre que sur 2 joueurs, parce qu'encore une fois c'est une faillite qui est collective. Mais ce début de série des Knicks, leur début de série, il est à l'image de leur saison en fait. Irrégulier, sans aucun fond de jeu, sans aucun signe qui montre que t'es un contender. Même si t'as gagné la NBA Cup, depuis la victoire en NBA Cup, c'est tellement irrégulier, c'est tellement faiblard par moment. En fait, je suis en train de me dire, il faut espérer que cette défaite au Game 3, elle mette une vraie gifle aux Knicks et qu'ils activent enfin le mode playoff, parce que là c'est tout droit vers l'élimination. Et je suis en train de me dire qu'en fait, si tu te fais éliminer au premier tour, ben en fait c'est normal. En fait c'est bien fait pour toi, parce que tu fais une saison qui est moyenne dans le contenu, même si t'es 3ème, t'as des résultats, parce que t'as le talent qu'il faut pour gagner 53 matchs en saison régulière, mais en fait t'as jamais activé le mode playoff, t'as jamais montré que t'étais une vraie équipe dangereuse. Donc si tu sors vraiment au premier tour, là faudra faire exploser la franchise, parce que c'est une honte absolue de se faire sortir au premier tour. Le pire c'est qu'Atlanta ils sont même pas forts en face, ils sont même pas forts. Dans un monde normal ça doit faire 4-0, 4-1 pour les Knicks, et là non, là t'es mené 2-1, et là tu dois prier pour prendre le match 4, parce que si t'es mené 3-1, moi je peux t'assurer que tu reviens pas et que tu te fais sortir par Atlanta. Donc c'est vraiment décevant,
Voilà, j'ai pas forcément j'ai plus de mots, voilà, c'est décevant, frustrant, humiliant. Voilà, je pense que c'est ces mots-là que je vais utiliser pour parler des Knicks. Après, petit mot quand même sur les Hawks et sur CJ McCollum, parce que ils font une super série. CJ McCollum, lui aussi, mais c'est surtout collectivement. Il y a un superbe état d'esprit pour tout ce groupe. McCollum, je disais, il est parfait. Les gens allaient dire... j'ai vu certaines personnes dire « Ah, mais physiquement, il va craquer face aux Knicks, ça va être très compliqué. » Au final, c'est les meilleurs joueurs de cette série, pour l'instant. C'est lui le nouveau méchant de New York. Vous savez que les fans de New York, ils adorent trouver un méchant. C'est lui, CJ McCollum. Et je pense qu'il est en train de refaire le coup de Trae Young d'il y a quelques années et sortir New York à lui tout seul. Je l'espère pas, évidemment. Mais pour l'instant, c'est son début de série. Il est dans cette direction-là. Et franchement, il faut juste féliciter parce qu'il est meilleur, tout simplement. C'est les meilleurs joueurs de la série. C'est les meilleurs joueurs des Hawks. À côté de lui, il y a Jalen Johnson qui est ultra efficace, qui fait ses stats. Jonathan Kuminga qui apporte un vrai supplément d'âme en sortie de banc. Voilà, cette équipe des Hawks, ils sont largement au-dessus de New York pour l'instant. Ils sont en train de les tabasser. Ils font un début de série qui est parfait. Et ils surfent sur leur très bonne dynamique de la fin de saison. Et ils sont à la place où ils sont censés être. Et à l'Est, il y a eu aussi une autre fausse route, c'est celle des Celtics qui ont perdu l'avantage du terrain en lâchant le match 2. Et franchement, ils sont retombés dans leur travers à ce moment-là. Ils sont retombés dans une parodie de basket aussi. Ce qui est leur plus grand défaut, c'est l'omniprésence du shoot à 3 points. 13 sur 50, c'est tellement faible. Je pense que les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. 13 sur 50, je le répète encore. Donc moi, je veux bien que ce soit l'identité de Boston, mais quand tu ne mets pas dedans... faut peut-être essayer d'innover un petit peu, non? Alors moi j'ai dit assez de bien de Joe Mazzulla depuis plusieurs épisodes, mais pour le coup là il a été absent, aucune réaction, aucun coup de gueule, rien. Je sais pas, moi à un moment donné que tu mets pas dedans, tu vois que t'es derrière, prends un temps mort, remobilise tes troupes, essaie de dessiner des systèmes qui permettent d'aller au drive, qui permettent d'avoir des paniers faciles. Ça va permettre à ton groupe de reprendre confiance et peut-être d'amorcer un comeback, parce qu'en plus de ça, ils ont l'effectif, ils ont les qualités, ils ont le niveau pour faire un comeback, et je pense qu'ils pouvaient prendre ce match 2. Mais voilà, en face, Philly a fait le job, ils ont fait le match qu'il fallait pour repartir à la maison avec la victoire. Ils sont arrivés à Boston avec plus d'envie, un meilleur basket, tout simplement. Donc les Sixers ont récupéré l'avantage du terrain. Cela dit, je pense que c'est juste une erreur de parcours sur ce match-là pour Boston. Moi, je pense que s'ils reprennent le match 3 derrière, ils vont reprendre confiance immédiatement. Par contre, attention à pas se mettre à douter, à pas lâcher aussi le match 3. Parce que Philly, c'est une équipe très chiante à jouer. C'est une équipe qui est sûre de ses forces, qui joue son basket quoi qu'il arrive. Donc il faut absolument que Boston prenne le match 3 pour repartir de l'avant dans cette série, mais je les vois toujours remporter la série quand même si ce match 2 est à oublier pour les Celtics. Alors oui, il y a certaines séries que j'ai oubliées, notamment celle des deux leaders de chaque conférence, OKC d'un côté qui mène de 0 face aux Suns et qui est en train de totalement surdominer cette équipe de Phoenix. Franchement, les pauvres, les Suns, je me dis que peut-être ils vont réussir à en prendre un, mais honnêtement c'est tellement fort en face que s'ils se font sweep, franchement je ne serais pas étonné. Et puis de l'autre côté, les Pistons qui ont lâché le match 1, c'était une petite surprise. Orlando a surfé sur sa victoire au play-in face aux Hornets, mais derrière le match 2, ils ont remis les choses au point. Les Pistons, notamment défensivement, la performance défensive est, je trouve, assez impressionnante. Au-delà aussi du fait qu'ils encaissent que 83 points, mais au-delà des chiffres aussi, c'est l'impression visuelle en défense notamment qu'ils m'ont laissé. Je pense que les Pistons sont enfin entrés dans leur play-off, et que là, ça va pas dérouler, mais je pense que Détroit va finir par s'imposer, tout comme OKC. Donc voilà pour les deux leaders de chaque conférence, Détroit et le Thunder. À mon avis, il n'y aura pas de surprise d'un côté comme de l'autre, et on devrait donc les voir au second tour. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à donner votre avis sur le sujet en commentaire. Fadeaway est disponible sur tous les réseaux, Insta, X, TikTok, mais aussi sur YouTube. Encore merci de m'avoir écouté, restez branchés pour la suite. À très bientôt sur Fadeaway.